Vous arrivez à voir? Oui, oui, madame. Oui. Je vais accepter vos camarades d'abord. Voilà, donc comme c'était prévu, dans cette partie, nous allons regarder la partie programmation linéaire, d'accord? Donc d'abord, on va commencer par faire une petite introduction générale très rapidement, parce qu'on n'a pas le temps. Donc toutes les équipes de développement ont besoin d'optimiser quelque part des fonctions, et pour ça, ils ont besoin d'outils d'optimisation. En général, c'est des fonctions objectives qu'on optimise sous certaines contraintes. Ces contraintes-là, elles peuvent être des contraintes écrites de manière sous forme de fonctions linéaires, comme elles peuvent être écrites sous forme de fonctions qui sont non linéaires. Dans le cas général, c'est des fonctions non linéaires qu'on appellera des programmes mathématiques. Mais dans notre cas, dans cette partie, ce qu'on va étudier, c'est les programmes linéaires. Les programmes linéaires imposent, bon, de manière générale, un programme mathématique, il est défini comme ça, maximiser une fonction ou minimiser une fonction, avec certaines contraintes que j'appellerai les GI fonctions de x, GI x inférieur ou égal à 0, tel que x, c'est des vecteurs, c'est un ensemble de variables appartenant à un ensemble S. La fonction à maximiser est appelée fonction objective ou objective. D'accord, je reviens juste pour accepter les gens. Attendez une seconde. Accepter, voilà. Et la fonction et les fonctions GI sont appelées les fonctions contraintes. C'est les composantes du problème, c'est les variables, ce qu'on appellera les variables de décision. Maintenant, S, qui constitue toutes les variables de décision, s'appellera les solutions réalisables ou l'ensemble des solutions réalisables. L'ensemble des solutions réalisables, c'est un ensemble de vecteurs ou de variables qui vérifient les conditions de contrainte. Ils ne maximisent pas forcément la fonction f. Ils ne maximisent pas forcément ou minimisent pas la fonction f. Ce n'est pas des solutions optimales. Donc, ça, c'est juste pour bien sûr, un problème de minimisation ou de maximisation, c'est des problèmes équivalents. Il suffit juste de poser f' égale moins f. L'ensemble des solutions réalisables forment un domaine de définition d'un PM. Donc, d'abord, avant de chercher une solution optimale, on va réfléchir, est-ce que l'ensemble des solutions existe? Ce qui est logique. Bien sûr, sous certaines conditions, la solution optimale va exister et va appartenir, bien sûr, à l'ensemble des solutions réalisables. Maintenant, on rentre dans notre problème qui est le programme linéaire. C'est quoi un programme linéaire? C'est un problème de ce type. C'est-à-dire, vous avez à maximiser ou à minimiser une certaine fonction qui est linéaire. Quand j'ai dit linéaire, c'est-à-dire linéaire par rapport à ces variables de décision. C'est-à-dire, par exemple, comme dans l'exemple, 10x1 moins 9x2 plus 14x3 plus 11x5, etc. C'est-à-dire du type A1x1 plus A2x2 plus A3x3, etc. x1, x2, x3 vont être des variables de décision qu'on verra. Elles vont dépendre du problème posé. Maintenant, les contraintes, c'est quoi? C'est que ces variables, x1, x2, x4, x5 par exemple, elles sont soumises à certaines conditions. C'est-à-dire, je veux maximiser cette fonction, mais x1, x3, x4, x5 ne sont pas libres. Ils appartiennent à un ensemble de contraintes. Ces contraintes, c'est quoi? C'est cet ensemble, par exemple, en deuxième partie, cet ensemble d'inéquations. Lorsque je vais dire, par exemple, 3x1 plus 2x2, etc., moins 5x4, etc., supérieur ou égal à 45, supérieur ou égal à 200, inférieur ou égal à 2100. Cet ensemble de fonctions sont des contraintes. C'est-à-dire, je veux maximiser la fonction, mais sous quelles contraintes? Il faudrait que x1, x2, x3, x4, etc. vérifient certaines conditions. Les x2, x3, xn sont appelés les variables. On verra plus tard qu'on les appellera les variables de décision. Pourquoi les variables de décision? Parce que dans le problème, elles ont un sens, elles ne sont pas fictives.
On ne va pas les rajouter, ce n'est pas des variables d'écart qu'on verra, ce n'est pas des variables artificielles, mais c'est des variables réelles. Ça peut être le nombre de PC que je vais vendre ou quelque chose de bien précis. D'accord? Donc ça, c'est un PL. Ça, c'est la forme d'un PL de manière générale. Maintenant, le PL a 4 ou plus manières d'être écrit. Il y a la forme générale qu'on verra. La forme générale ne pose aucune condition sauf la linéarité. Maintenant, tu la fonction sous forme max ou min d'un certain f de x, une certaine fonction objective qui est linéaire, donc qui va s'écrire sous la forme la somme de j allant de 1 à n de cj xj, ce qu'on appellera la fonction objective. Un certain nombre de contraintes qui sont du type la somme de aij xj, bien sûr. I, c'est le nombre de contraintes. I va aller de 1 à m, ou ça dépend le nombre d'équations de contraintes. aij xj, qui peut être inférieur ou égal, qui peut être égal, qui peut être supérieur ou égal à bi, c'est-à-dire l'écriture libre du programme linéaire. Et enfin, les fonctions de décision qui vont être les xj, qui peuvent être supérieures ou égales, inférieures ou égales à 0. Là, c'est ce qu'on appellera la forme générale, qui n'impose rien du tout au PL. D'accord? La deuxième forme, bon là, j'explique ce que j'étais en train de dire. D'accord? Il y a M contrainte. Le nombre de lignes des aij, de i, il va varier de 1 à m. S'il y a m contraintes, de manière générale, on va par la suite écrire ça sous forme matricielle. Évidemment, c'est pour ça qu'on est en train d'utiliser le terme aij. Et les bi sont les seconds membres, c'est les ressources en général. D'accord? C'est les ressources. Par exemple, si quelqu'un veut fabriquer des produits, il a des ressources pour les fabriquer. Il ne peut pas dépasser ses ressources. C'est comme ça qu'on va écrire le modèle. C'est comme ça qu'on va avoir les contraintes dans un PL. Voilà, maintenant, optimiser un PL revient à déterminer les meilleurs x1, x2, xn qui me maximisent la fonction. Le meilleur vecteur qui me donne le maximum de ce que je veux maximiser, ou bien le meilleur vecteur qui va me donner le minimum de ce que je peux minimiser. Je veux maximiser le gain, je veux minimiser le temps, je veux minimiser le coût, je veux minimiser d'autres fonctions utiles de manière générale. D'accord? Maintenant, le deuxième type d'écriture, c'est la forme canonique. La forme canonique, c'est la forme où la maximisation va suivre la contrainte inférieure ou égale, ce qui est logique, et la minimisation va suivre les contraintes supérieures ou égales. Du moment que je veux maximiser la fonction, les contraintes qui ont un sens, c'est celles qui me donnent une contrainte sous forme inférieure ou égale. Parce que si ce n'était pas le cas, si je veux la maximiser et j'ai un domaine libre, je pourrais mettre autant de xy aussi bien que je le voudrais. Mais de manière logique, ça c'est ce qu'on appelle la forme canonique, c'est lorsque je veux maximiser la fonction f de x que je vais écrire sous la forme la somme de j allant de 1 à n de cj xj, je suis soumise sous les contraintes, la somme de aij xj inférieure ou égale au bi, avec i allant de 1 à n. Ici, c'est le nombre de fonctions contraintes auxquelles nous aurons affaire, plus la condition de non-négativité. La condition de non-négativité exige que les variables de décision soient toutes positives. Bien sûr, dans le type 2, qui est le type de minimisation, on aura exactement une fonction linéaire, donc toujours sous l'écriture la somme de cj xj, avec les contraintes sous la forme la somme des aij xj supérieure ou égale au bi. Et toujours avec la condition de non-négativité qui exige des xj d'être supérieure ou égale à 0. Donc, la différence entre la forme générale et la forme canonique, donc la forme générale, elle admet tout type de contraintes et elle admet tout type de variables de
décision. Les formes canoniques qui sont les plus réalistes, elles s'écrivent de cette manière. Donc, je n'admets que les fonctions inférieures ou égales pour la maximisation et les fonctions supérieures ou égales pour la minimisation, en rajoutant la condition de non-négativité. Donc, maintenant, les BI dans la forme standard, d'accord? La forme standard, c'est toujours une forme canonique, on est toujours dans ce cas-là, d'accord? Mais en exigeant des BI d'être positifs. En exigeant des BI d'être positifs. Quelle est la différence entre une forme standard et une forme canonique? C'est que dans la forme standard, regardez, j'ai les contraintes sous la forme inférieure ou égale pour la maximisation et sous forme supérieure ou égale pour la minimisation. Dans la forme standard, on va rajouter des variables qu'on appellera les variables d'écart, de telle sorte à transformer, par exemple ici, inférieur ou égal à égalité. Donc, on va rajouter des variables positives. Quand je vais dire, par exemple, la somme des AIJ, XJ est inférieure ou égale à BI, il suffit que je rajoute une variable en plus, qui est x1 plus 1 par exemple, pour dire que c'est égal à BI. D'accord? Je rajoute une variable positive si c'est inférieur ou égal à BI. Donc, lorsque je vais rajouter la variable positive, je vais avoir égalité. De même, dans la partie supérieure ou égale, il suffit que je soustrais. Puisque c'est supérieur ou égal, donc si je soustrais une variable positive, ça va être égal. Je vais appeler ça la forme standard. Et ces variables que je soustrais ou que je rajoute, que j'appellerai les variables d'écart. On va surtout et toujours travailler évidemment avec la forme standard. On va commencer par modéliser par la forme canonique, mais on va tout de suite aller vers la forme standard afin de pouvoir résoudre le PL. C'est clair jusque-là? Je peux continuer? Oui, madame. Oui, d'accord. Donc maintenant, dans le cas inférieur ou égal, on les appelle les variables d'écart, et dans le cas supérieur ou égal, on les appellera les variables d'excédent. Maintenant, les formes mixtes, c'est les formes où j'ai une maximisation ou bien une minimisation, mais dans l'ensemble de contraintes, j'ai des formes différentes. J'ai en même temps le supérieur ou égal et en même temps l'inférieur ou égal et peut-être même l'égalité. Dans ce type de programme, je peux le transformer en programme standard, etc. ou canonique, ensuite standard. Mais le problème qui va exister, on va le voir si on a le temps de regarder le simplex à deux phases, c'est que dans ce type de problème, on n'a pas une solution réalisable facile. C'est-à-dire, en général, pour résoudre un PL, on commence par une initialisation, comme dans tout programme algorithmique ou mathématique. J'ai besoin d'une initialisation, j'ai besoin d'initialiser mon problème pour passer à d'autres étapes et déterminer l'optimal. Mais dans ce type de forme mixte, la partie initialisation devient un problème difficile. Donc, c'est pour ça qu'on appellera plus tard le simplex à une phase. C'est un simplex où je n'ai pas besoin de faire une initialisation difficile. Et dans le programme à deux phases, j'ai le simplex à deux phases ou le programme à deux phases, j'ai besoin de faire un petit algorithme d'initialisation pour trouver une solution réalisable, qui n'est pas évidente. Ensuite, à partir de cette solution réalisable, je vais parcourir les sommets et déterminer évidemment la solution optimale. Donc, c'est ça la différence entre le programme mixte et le programme standard ou canonique. On verra plus tard comment résoudre un programme mixte si on a le temps. Si on n'a pas le temps, c'est pas grave. L'important, c'est d'apprendre à résoudre au moins un programme standard. Donc, la forme matricielle, c'est la forme qu'on va utiliser tout le temps pour résoudre un PL. Une forme matricielle, c'est quoi? C'est l'écriture d'un PL sous sa forme matricielle. Dire maximiser ou minimiser une fonction f de x, c'est dire maximiser ct fois x, n'est-ce pas? Tel que c'est le vecteur des coefficients, ou bien c fois xt, tel que c'est le vecteur
des coefficients multipliés par le vecteur des variables de décision. Donc, les variables de décision, c'est x1, x2, xn. C, c'est le vecteur de la fonction maximisation-minimisation, c'est les CJ de tout à l'heure. Donc, ça revient à une écriture du type C transposé multiplié par le vecteur X. Maintenant, la matrice A, c'est la matrice de contraintes. Donc, au fait, les contraintes, on va les regrouper dans une matrice. C'est pour ça qu'on avait écrit AIJ. Donc, ça va être première ligne correspondant à la première contrainte, deuxième ligne, la deuxième contrainte, etc., qu'on écrira sous la forme AX inférieur ou égal, ou bien égal, ou bien supérieur ou égal, au vecteur B. Le vecteur B, c'est B1, B2, Bn, ce qu'on appelle les ressources, le vecteur de ressources. Et enfin, la dernière condition, c'est x supérieur ou égal à 0, le vecteur x étant x1, x2, xn. Donc, de manière générale, je peux directement passer d'un PL à une écriture matricielle. Ça, c'est la première étape pour résoudre un PL. Maintenant, méthodologie pour modéliser un programme linéaire. Donc, quand vous lisez un problème où vous devez chercher comment modéliser votre problème. Alors, la première des choses, c'est la problématique. C'est-à-dire, j'ai un problème de gestion de réseau, de ressources, je ne sais pas, j'ai un problème bien défini. Qu'est-ce que je veux faire? Je veux maximiser quelque chose. Je veux, par exemple, maximiser mon gain, maximiser quelque chose de clair. Bien à minimiser. Je veux minimiser le temps. Problématique, je dois minimiser. Une fois que j'ai écrit ça, une fois que j'ai la problématique, je vais regarder quelles sont les variables sur lesquelles je peux intervenir. Ce que j'appellerais les variables de décision. Je ne peux pas intervenir sur mon stockage. Mon stockage, il est là. Je ne peux pas intervenir sur ma main-d'œuvre. Je ne peux pas intervenir sur les heures, sur l'énergie dont je dispose. Mais je peux intervenir comment distribuer cette énergie. Et donc ça va résumer les variables de décision. Une fois que j'ai mes variables de décision, j'ai ma fonction modèle, j'ai mes contraintes, je peux construire mon modèle. Dès que le modèle est construit, bien sûr, je peux les résoudre. Je vous ai dit la dernière fois qu'il y a des librairies puissantes comme Pulp, sous Python, qui vous donnent tout de suite la solution d'un PL, hein, et quelle que soit sa forme. Il suffit juste de bien modéliser votre problème. Maintenant, donc, ce que je vous disais, pour construire un programme linéaire, vous avez besoin de définir vos variables de décision, vos contraintes et votre fonction objective. Une fois que vous aviez identifié tout ça, quelles sont mes contraintes, je dispose de combien et combien je ne pourrais pas aller au-delà, etc. Quelles sont mes décisions, qu'est-ce que je veux faire, qu'est-ce que je veux maximiser, etc. Vous avez construit votre modèle. Là, en principe, je vous donne un exemple, d'accord? Donc maintenant, par exemple, il y a un agriculteur, qui veut allouer 12 hectares de terre distribués entre la culture de tomates et de piments, par exemple. Il dispose de 12 hectares, il dispose de 12 heures de main-d'œuvre et de 16 mètres cubes d'eau. Donc, en tout et pour tout, il a 12 hectares de terre. Il veut les partager entre la culture de piments et la culture de tomates. Il dispose de 12 heures de main-d'œuvre, donc il ne peut pas aller au-delà de 12 heures de main-d'œuvre. Et l'eau, il ne peut pas aller au-delà de 16 mètres cubes d'eau. Maintenant, la question qui va se poser, c'est combien de... Une seconde, je reviens juste pour accepter vos camarades. Voilà. Donc, la question qui va se poser, c'est combien de tomates va-t-il cultiver et combien de piments va-t-il cultiver? Ou bien combien de hectares il va allouer aux piments et combien de hectares il va allouer aux tomates, bien sûr, pour maximiser son gain. Il peut bien faire que des tomates, il peut bien faire que des piments, et il peut bien mélanger entre les deux de telle sorte à ce que son gain soit le plus important possible.
Alors, les contraintes. Un hectare de tomates demande 1 heure de main-d'œuvre. N'oublions pas, il ne dispose que de 12 heures. Et 4 mètres cubes d'eau. Il ne dispose que de 16 mètres cubes d'eau. Et il donne un bénéfice net de 4 dinars, par exemple. Un hectare de piment demande 4 heures de main-d'œuvre, 2 mètres cubes d'eau, donc moins d'eau, et donne un bénéfice de 6 dinars. D'autre part, il y a une autre contrainte qui sort de ces ressources et qui dit que le bureau de périmètre veut protéger le prix des tomates et lui ne lui permet de cultiver que de 6 hectares de tomates, pas plus de 6 hectares de tomates. Donc, arrivons à cet exemple. L'idée, d'abord, c'est de modéliser le problème, c'est-à-dire de l'écrire de manière que ce soit sous forme d'un PL. Maintenant, la première des choses à savoir, quand je lis cet exemple, qu'est-ce qu'il veut? Lui, l'agriculteur, qu'est-ce qu'il voudrait? Qu'est-ce qu'il voudrait optimiser? Quelle est la fonction qu'il veut optimiser? Il veut optimiser son gain. Il veut savoir comment faire de telle sorte à ce que s'il cultive le nombre d'hectares de tomates et un nombre d'hectares de piments, comment fera-t-il de telle sorte à ce qu'il ait le plus d'argent possible? Est-ce que cultiver peu de tomates et beaucoup de piments, peu de piments et beaucoup de tomates, et quel sera combien de hectares il va allouer aux piments et combien de hectares il va allouer aux tomates? Donc la première question, c'est quoi les variables de décision ici? C'est quoi les variables de décision? Les variables de décision dans ce problème, c'est le nombre de hectares alloués aux tomates et le nombre d'hectares alloués aux piments. Donc, c'est ça mes variables de décision. C'est ça les variables de décision de cet agriculteur. Combien va-t-il allouer aux tomates et combien va-t-il allouer aux piments? Donc, on va noter X1, le nombre d'hectares alloués aux tomates, et X2, le nombre d'hectares alloués aux piments. Maintenant, on a le nombre X1 qui est tomate et le nombre X2 qui est piment. Qu'est-ce qu'il veut maximiser? C'est son gain. C'est son gain. On sait que si il fait 1 hectare de tomates, s'il cultive 1 hectare de tomates, il va gagner 4 dinars par hectare. Et s'il il alloue au piment, il va gagner 6 dinars. Donc, qu'est-ce qu'il faut maximiser? C'est 4x1 plus 6x2. C'est-à-dire le prix des tomates multiplié par le nombre d'hectares qu'il va décider de cultiver, plus le prix de l'hectare de piment, multiplié par le nombre d'hectares qu'il veut cultiver de piment. Ça, c'est la fonction objective. C'est ça ce qu'il veut maximiser. Donc, son problème revient à dire maximiser 4x1 plus 6x2. Ça, d'une part. Maintenant, quelles sont les contraintes? D'abord, on sait qu'il ne dispose que 12 hectares. Déjà, sa terre fera 12 hectares. Ou la terre sur laquelle il veut faire le piment et tomates n'a que de superficie de 12 hectares. Donc, logiquement, x1 plus x2 ne peuvent pas être supérieurs à 12. Donc, x1 plus x2 est inférieur ou égal à 12. Ça, c'est une contrainte. Une deuxième contrainte, c'est le problème de main-d'œuvre. Il ne dispose que de 12 heures de main-d'œuvre. 1 heure de main-d'œuvre chaque fois qu'il fait 1 hectare de tomates et 4 heures de main-d'œuvre chaque fois qu'il fait 1 hectare de piment. Donc, ça va lui faire 1 fois x1 plus 4 fois x2 inférieur ou égal à 12. Ça, c'est parce qu'il ne dispose que de ça pour main-d'œuvre. Et enfin, l'eau. Pour 1 hectare, il a besoin de 4 mètres cubes, alors que pour de tomates, pour 1 hectare de piment, il a besoin de 2 mètres cubes. Donc, ça va être 4x1 plus 2x2 inférieur ou égal à 16. Et enfin, la contrainte du bureau des périmètres qui exige, lui, qu'il ne dépasse pas les 6 hectares pour la tomate. Donc, x1 doit être, elle aussi, inférieure ou égale à 6. Donc là, quand on écrit ce problème, regardez, on va regarder les équations.
Voilà. Donc, quand on écrit le problème, modélisation de ce PL tout simple, c'est de maximiser la fonction gain, qui est 4x1 plus 6x2, x1, x2 étant les décisions qu'il va prendre pour le nombre d'hectares de tomates et le nombre d'hectares de piments. Les fonctions objectives, elles sont écrites là, regardez, ça c'est la surface du terrain, il ne peut pas dépasser 12. Ça c'est les ressources humaines, c'est-à-dire la main-d'œuvre, il ne peut pas non plus dépasser 12. Et ça c'est les ressources en eau, il n'a pas plus de 16 mètres carrés. Et enfin, la condition du bureau des périmètres. En imposant aussi la non-négativité, puisqu'on a besoin que x1 et x2, évidemment, il a besoin de cultiver, donc c'est positif. Ce sont positifs ou nuls. D'accord? Ce sont des variables qui sont des décisions qui sont positives ou nulles. Voilà, ça c'est modéliser un PL. Est-ce que c'est clair l'exemple? Est-ce que l'exemple est clair? Oui, madame. D'accord. Donc maintenant, on va regarder comment résoudre ce problème. Regardez ici, ce que vous remarquez, c'est que ce PL-là, il est à deux variables. Quand vous lisez les contraintes, vous vous dites directement, je peux les dessiner. J'ai x1, x2, je suis dans le plan et je peux dessiner chacune des contraintes. Donc, je peux voir, est-ce que cet ensemble de contraintes, d'abord, va me constituer un domaine réalisable? Maintenant, il existe le domaine R2. En bas, je peux savoir comment, sur ce domaine, maximiser la fonction. Donc, c'est pour ça que dans le cas de deux variables, on pense directement à utiliser une solution graphique. Donc, nous allons commencer par, c'est quoi une résolution graphique? Une résolution graphique, quand j'ai affaire à deux problèmes, un PL à deux variables, il suffit que j'écrive les contraintes sur le plan R2. Je regarde l'ensemble des contraintes quelles sont les solutions réalisables, c'est-à-dire ces contraintes-là, qu'est-ce qu'elles constituent dans R2. Donc, chaque point de ce domaine, il va être une solution réalisable. Ensuite, sur cette région de solution réalisable, je vais voir la fonction objective, quand est-ce qu'elle est maximale. Quand est-ce qu'elle est maximale ou bien quand est-ce qu'elle est minimale. Ça dépend du problème sur lequel je travaille. Maintenant, la région des solutions réalisables, évidemment, elle peut être vide, bornée ou non bornée. Déjà, le fait qu'elle soit bornée, non bornée, etc., je peux toujours savoir si je peux trouver la solution ou pas. Si elle n'est pas bornée, ça voudrait dire que les solutions sont infinies. Si elle est bornée, il suffit de regarder sur les bords. C'est comme on a vu dans la théorie des jeux sur les ensembles convexes. On reprend le même raisonnement, qui est le simplex, au fait, c'est ça, le raisonnement du simplex. C'est que je sais que la maximisation se fera sur les sommets de la région. Puisque je sais que la maximisation se trouve sur les sommets de la région, alors il suffit de vérifier sur les sommets ce qui se passe. Le sommet qui me donne le maximum, je le prends comme solution optimale. Si je cherche à minimiser, le sommet qui me donne le minimum, je le prends comme solution optimale. Et donc, au fait, vous allez voir que la solution va se trouver sur le sommet, comme on l'a déjà dit, si vous vous rappelez, histoire de stratégie pure, etc., qui sont sur le sommet du simplex ou de l'ensemble convexe qui est constitué par les stratégies mixtes. On a parlé déjà de ça. C'est le même principe ici. C'est le même principe. Quand je construis la région des solutions réalisables, je sais que l'optimum se trouve sur les sommets de cette région. Donc, il suffit juste que je parcours ces sommets rapidement. En général, ils sont en nombre fini et vraiment petit. Je parcours ces solutions et là, j'ai ma solution optimale. Donc, on prend un deuxième exemple. Donc, on va dire une usine fabrique de produits P1 et P2. Elle nécessite des ressources d'équipement en matières premières et de main-d'œuvre disponibles en quantité limitée. Par exemple, les équipements, pour P1, j'ai besoin de 3 équipements par unité. Là, on parle d'unité. Et pour P2, j'ai besoin de 9 équipements par unité. Je dispose de 80 équipements, 81.
Pour la main-d'œuvre, j'ai besoin, ça peut être des heures, ça peut être des experts, ça peut être. Là, c'est pas précisé. C'est juste 4 main-d'œuvre par unité et 5 main-d'œuvre par unité de P2. Et je dispose d'une main-d'œuvre inférieure ou égale à 55. Les matières premières utilisées pour les produits, pour une unité de P1, j'ai besoin de 2 unités, de 2 unités de matières premières, et pour une unité de P2, j'ai besoin d'une unité de matières premières. Et je dispose de 20 matières premières. Donc là, le tableau, il vous résume toutes les fonctions contraintes du problème. D'accord? Il vous résume toutes les fonctions contraintes du problème. Maintenant, les produits P1 et P2 rapportent 6 et 4 dinars successivement par unité. Et évidemment, ils rapportent 6 et 4 dinars par unité. Donc, on revient au même raisonnement de tout à l'heure. On va essayer d'abord de voir que veut cette usine. Que veut faire cette usine? Elle veut savoir combien de produits P1 va-t-elle produire et combien de produits P2 va-t-elle produire par unité. D'accord? Donc, le problème, ça va être 6x1 plus 4x2 doit être maximisé parce qu'elle veut maximiser son gain. D'accord? C'est comme tout à l'heure. Maintenant, avec le même raisonnement que tout à l'heure, nous allons retrouver les contraintes, c'est-à-dire 3x1 plus 9x2 inférieur à 81, 4x1 plus 5x2 inférieur ou égal à 55 et 2x1 plus x2 inférieur ou égal à 20. Donc, avec le même raisonnement que tout à l'heure, nous allons obtenir le programme suivant. On veut maximiser la fonction gain, donc 6x1 plus 4x2. x1, c'est le nombre d'unités du produit P1. x2, c'est le nombre d'unités du produit P2 que la société va produire. Sous quelle contrainte? On a 3x1 plus 9x2 inférieur ou égal à 81, 4x1 plus 5x2 inférieur ou égal à 55, et 2x1 plus x2 inférieur ou égal à 20, et x1 et x2 doivent être toutes les deux positifs ou nuls. Maintenant, comment on va réfléchir? On va juste dessiner, regardez. On va juste dessiner. On va d'abord dessiner la droite. 3x1 plus 9x2 est égal à 81. On va dessiner cette droite. D'accord? On va dessiner cette droite. 3x1 plus 9x2 est égal à 81. C'est la droite en bleu. D'accord? C'est la droite en bleu sur le dessin. J'espère que vous voyez. Ensuite, on va dessiner la droite 4x1 plus 5x2 inférieur ou égal est égal à 55. Donc, c'est la droite qui est en rouge, qui représente la deuxième contrainte. Et enfin, je crois qu'il y a 3 contraintes. La droite 2x1 plus x2 est égal à 20, qui est la droite en vert. Bien sûr, vous remarquez que je suis dans le premier quart du plan. Et donc, j'ai déjà imposé à x1 et à x2 d'être positifs. D'accord? Positif ou nul. Quand je dis 3x1 plus 9x2 inférieur ou égal à 81, qu'est-ce que cela représente? Ça représente toute la région qui est en dessous de la droite bleue. Ensuite, quand je dis 4x1 plus 5x2 inférieur ou égal à 55, ça représente ce qui est en dessous de la droite rouge. Ainsi de suite, pour la dernière, quand je dis pour la droite verte, c'est 2x1 plus x2 est égal à 20, qu'est-ce qui représente inférieur ou égal? Ce qui est en dessous de la droite verte. D'accord? Maintenant, les intersections de ces 3 domaines me donnent le domaine de solutions réalisables. Donc, les intersections, regardez, vont me donner le domaine des solutions réalisables. C'est celui-là, ce qui est en gris. D'accord? C'est ce qui est en gris. Ça, c'est l'ensemble des solutions réalisables. Donc maintenant, sous ces contraintes, si je regarde ces contraintes qui sont dans la collate, alors ces contraintes représentent ce domaine. D'accord? Représentent ce domaine. Maintenant, je veux
optimiser quoi? Je veux optimiser cette fonction, 6x1 plus 4x2. Au fait, 6x1 plus 4x2, c'est un ensemble de droites, n'est-ce pas? 6x1 plus 4x2 est égal à c, avec c allant de 0 à l'infini. C'est un ensemble de droites. Bien sûr, vu mes contraintes, je ne peux pas sortir de l'ensemble du domaine, donc je ne vais pas aller à l'infini. Mais je voudrais savoir quel est le C le plus grand que je peux obtenir en restant dans ce domaine. En restant dans ce domaine. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais dessiner le vecteur directeur de un vecteur directeur. Bien sûr, une droite a plusieurs vecteurs directeurs. Je vais dessiner un vecteur directeur de ce type de droite. Ce type de droite, 6x1 plus 4x2 est égal à C, sont toutes parallèles, évidemment. Elles sont toutes parallèles, les unes aux autres. Je vais dessiner un vecteur directeur à toutes ces droites. Par la suite, l'un des vecteurs directeurs, il suffit d'écrire un vecteur qui est parallèle à cette droite. L'un des vecteurs, c'est moins 1, 6 sur 4 ou bien 3 sur 2. D'accord? Moins 1, 6 sur 4 ou bien 3 sur 2. C'est l'un des vecteurs directeurs tels que vous l'avez fait dans la géométrie, dans le plan. Je vais faire de telle sorte à ce que je vais faire varier ce vecteur directeur de manière parallèle sur le domaine. Regardez, comme si je prenais ce vecteur directeur avec une droite et je vais le faire varier de manière parallèle sur le domaine. D'accord? Je vais le faire varier de manière parallèle en restant sur le domaine. Regardez, le maximum, il va être atteint ici. D'accord? Le maximum, il va être atteint ici. La plus grande des valeurs va être atteinte ici, lorsque je le fais bouger. Regardez, ça va arriver là avant d'arriver là. Donc, ça va donner une valeur moindre. C'est là que ça donne, je ne sais pas si vous voyez la souris, c'est là que ça donne la valeur maximum, là où j'écris optimum. Il y a une autre manière, très simple, c'est de vérifier la valeur de la fonction à optimiser dans ce point et la vérifier dans ce point, la vérifier dans ce point et la vérifier dans ce point, qui sont les sommets, et voir là où elle atteint son maximum. C'est-à-dire, sans faire ce que je suis en train de faire, la translation du vecteur directeur sur le domaine jusqu'à ce que j'obtienne le maximum. Ici, le maximum, il est atteint en ce point. C'est quoi ce point? C'est l'intersection de la droite rouge avec la droite verte, ce qui représente les coordonnées 15 sur 2 et 5. Et je vais regarder 15 sur 2 sur 5, combien la fonction va obtenir, va être maximisée à combien. Donc, voilà la solution, si je calcule. Donc, le vecteur maximum ici, il est atteint pour x1 égale 15 sur 2, x2 égale à 5. Et la fonction, elle est égale à 65. Donc, le maximum qu'il puisse obtenir, c'est 65. Et en faisant quoi? En cultivant, en produisant 15 sur 2 produit P1 et 5 unités du produit P2. Bien sûr, le maximum, il est toujours atteint sur les sommets. C'est ça le polygone convexe, c'est le théorème d'optimisation du simplex. C'est clair la solution graphique? Est-ce que vous avez des questions sur la solution graphique? Est-ce que vous avez compris comment j'ai fait? Madame, c'est clair, mais j'ai une question. Allez-y. Donc, c'est possible d'avoir deux optimums. C'est possible d'avoir deux optimums sur la fonction, oui. Mais il y a une unicité de l'optimum sous certaines conditions. C'est possible d'avoir une infinité. Mais il y a certaines conditions qui vont faire de telle sorte à ce que nous ayons un seul optimum. D'accord, ok. Merci. Je vous en prie. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Maintenant, faites attention, même s'il y a deux optimums, la fonction que je veux maximiser va avoir la même valeur. Va avoir la même valeur. Donc, c'est comme si ça revenait au même. Parce que mon objectif serait de maximiser la fonction objectif.
Est-ce qu'il y a d'autres questions? C'est bon? Est-ce qu'il y a d'autres questions? C'est bon, je peux continuer? Oui, madame. D'accord, d'accord. Donc, maintenant, on va regarder évidemment la résolution analytique du problème. La résolution graphique, bien sûr, ne se concerne que des problèmes à deux variables, ce qui n'est pas réaliste. En général, on a des problèmes à plusieurs variables, d'où le développement de solutions qui mettent Python ou des bibliothèques, parce que parfois vous avez vraiment affaire à 100 ou plus de 100 variables. Donc ça devient très difficile à résoudre manuellement. C'est pour ça qu'on a besoin d'une solution plus robuste et plus générale. Donc par exemple, un PL, il peut s'écrire sous la forme, sa forme canonique, c'est-à-dire comme tout à l'heure, on avait dit, je reprends celui-là, on avait dit inférieur ou égal à 81, inférieur ou égal à 55, inférieur ou égal à 20. Bon, ce programme-là, il est canonique. C'est-à-dire quoi canonique? Ça veut dire c'est un problème de maximisation avec des contraintes inférieures ou égales. D'accord? C'est un problème de maximisation avec des contraintes inférieures ou égales, et mieux encore avec les BI positifs. Donc, c'est un problème parfait que je peux résoudre facilement avec un simplex. Donc, l'idée d'abord, c'est de rajouter, comme je vous ai dit tout à l'heure, les variables d'écart. De rajouter les variables d'écart. Dans ce cas, c'est un problème de maximisation. Les inéquations sont de type inférieur ou égal, on va les appeler les variables d'écart et non pas les variables d'excédent parce qu'on va rajouter. Donc, on va écrire les équations sous la forme d'abord 3x1 plus 9x2 plus x3 est égal à 81. Regardez, j'ai rajouté une variable qui est x3. 4x1 plus 5x2 plus x4 est égal à 55. Et 2x1 plus x2 plus x5 est égal à 20. Donc, j'ai rajouté autant de variables de contraintes, autant de variables d'écart qu'il y a de contraintes. Donc, pour chaque inéquation, j'ai rajouté une variable, ce que j'appellerais la variable d'écart. D'accord? Donc, au lieu d'avoir une équation à deux variables, au fait, maintenant, j'ai une équation à cinq variables, dont trois variables sont les variables d'écart. Ce ne sont pas les variables de décision. Il faut faire une grande différence parce qu'à la fin de la résolution d'un PL, il faudrait que les variables d'écart soient éliminées du problème, en quelque sorte, ou elles soient nulles, ou je ne peux plus utiliser plus de ressources parce que ça ne me mène à rien. Ça ne va pas optimiser encore ma fonction. Donc, je vais l'écrire au fait sous la forme à x égale à b. Je suis en train de l'écrire sous la forme à x égale à b, avec x1, x2, x3 et jusqu'à x5 sont toutes positives. Bien sûr, dès qu'on voit un système pareil à x égale à b, on pense qu'on peut toujours le résoudre. Évidemment, ici, la différence, c'est que j'ai deux variables de décision, trois variables d'écart, donc j'ai 5 variables, et j'ai combien d'équations? J'ai 3 équations. D'accord? Donc, mon système va être à 3 lignes, 5 colonnes. Regardez, ma matrice A, elle va être une matrice à 3 lignes, 5 colonnes. Mon vecteur B, vous avez vu tout à l'heure qu'il s'agit effectivement de ce dont dispose le problème, c'est-à-dire 81, c'était les heures de, je crois, la main d'œuvre, 55, quelque chose comme ça, la matière première, etc. Donc, au fait, le vecteur B va en général représenter les ressources. Ce dont vous dispose, on a deux problèmes. Donc ici, c'est 81, 55 et 20. Le vecteur X, évidemment, c'est la solution réalisable d'abord. On va toujours penser de cette manière. D'abord, est-ce qu'il y a des solutions réalisables? Est-ce que sous ces contraintes-là, il existe une solution? C'est la première des questions qu'on va se poser. Par la suite, j'ai une solution réalisable. Quelle est la meilleure manière d'avoir une autre solution qui est optimale? C'est ça comment on va raisonner. Maintenant, on a besoin de l'hypothèse du rond plein.
Qu'est-ce que ça veut dire l'hypothèse du rang plein? C'est-à-dire que le rang de la matrice est égal à M. Il faudrait que le rang de la matrice, c'est sûr que le nombre de variables est plus grand que le nombre de contraintes. Parce que on a déjà le nombre de variables d'écart, il est déjà égal au nombre de contraintes. On va nzidou les variables de décision. Maintenant, logiquement, le nombre de colonnes ici, il est plus important que le nombre de lignes. Le nombre de lignes, ce n'est que le nombre de contraintes, alors que le nombre de variables du vecteur, ça va être le nombre de variables de décision auxquelles on a rajouté le nombre de variables d'écart ou d'excédent qui sont au nombre de contraintes. D'accord? Donc, ce qu'on va dire, l'hypothèse du rang plein, c'est de toujours supposer que le rang de la matrice est égal au nombre de contraintes. Maintenant, par exemple, ici, dans l'exemple précédent, il faudrait que le rang de cette matrice soit égal à 3. Il faudrait que le rang de cette matrice soit égal à 3. Si le rang de cette matrice est égal à 3, je peux toujours déterminer une solution réalisable. Je peux toujours déterminer une solution réalisable. Donc, le rang d'une matrice, je ne sais pas si vous vous rappelez, hein, le rang d'une matrice, c'est le nombre de vecteurs linéairement indépendants dans la matrice. Ou plus simple encore, c'est la plus grande matrice carrée de déterminants non nuls dans la matrice. D'accord? C'est la plus grande matrice carrée de déterminants non nuls dans la matrice. Ici, c'est 3, bien sûr. On voit bien que la matrice identité, elle est là. Donc on voit bien que ici, le rang de la matrice est égal à 3 et il est égal au nombre de contraintes. Donc, on va exiger de manière générale que le rang de la matrice soit égal à 3 ou à M, qui est le nombre de fonctions contraintes. Maintenant, sous l'hypothèse du rang plein, le système admet toujours une solution. D'accord? Sous la forme rang plein, on n'aura aucun problème. Maintenant, si le rang de la matrice est inférieur à M, au nombre de contraintes, alors dans ce cas, il y a une infinité de solutions. D'accord? Maintenant, s'il y a égalité, il n'y a rien à optimiser, il y a une solution, et puis c'est tout. Il n'y a rien à faire avec le simplex ou autre chose. Je vais par la suite, voilà, je vais par la suite vous montrer comment on peut toujours déterminer une solution réalisable. On peut toujours déterminer une solution réalisable en partageant la matrice sous forme de 2 matrices. D'accord? Regardez ici. Je reviens à l'exemple pour que vous voyez mieux. Je peux, par exemple, ici dans la matrice A, la première matrice, c'est 3, 9, 1, 4, 5, 0, 2, 1, 0, d'accord? X1, X2, X3 est égal 81, 55 et 20. Et ensuite, qu'est-ce qui me reste comme une deuxième sous-matrice? C'est 0, 0, 1, 0, 0, 1, X4, X5 égale 0, 0, par exemple. Donc, je peux toujours scinder la matrice A ou la décomposer sous la forme de 2 matrices. Une matrice qui est de rang plein, qui est inversible, que je vais appeler AB, et que je vais chercher ces variables en identifiant avec le vecteur B, et ça va être très facile, on sait bien résoudre un système linéaire avec déterminants non nuls avec plusieurs méthodes, donc on peut trouver la solution. Et ensuite, les variables qui restent, je leur associe 0. Les variables qui restent, je peux leur associer 0. Donc, au fait, avec cette manière, en décomposant la matrice A sous la forme ABAH, B, c'est la base, c'est-à-dire ce qu'on va utiliser, et AH, c'est hors base, ce qui va rester, je peux toujours déterminer une solution réalisable. Maintenant, est-ce que c'est clair ce que je viens de dire? C'est la partie la plus importante pour passer à autre chose. Est-ce que c'est clair ce que je viens de vous dire?
Madame, pouvez-vous répéter, s'il vous plaît? Je n'ai pas compris. D'accord. Donc, regardez, je reprends sur l'exemple pour que vous voyez mieux. Qu'est-ce que je cherche? Je cherche à résoudre le système A, la matrice A suivante, 3, 9, 1, 0, 0, etc., 4, 5, 0, 1, 0, etc., multiplié par le vecteur x1, x2, x3, x4, x5, est égal à 81, 55 et 20. D'accord? C'est ça, trouver une solution réalisable. Une solution réalisable du système que nous avons trouvé tout à l'heure, c'est-à-dire en rajoutant les variables d'écart, ce système. Donc, ce système d'équation de contrainte, j'ai besoin de trouver une solution réalisable. Maintenant, au moins une solution qui me vérifie les contraintes. C'est pas forcément qu'elle est solution optimale. Maintenant, forcément, elle va me maximiser F. Elle va juste vérifier les contraintes. D'accord? Vérifier les contraintes, ça voudrait dire réaliser le système A fois x1, x2, x3, x5, x4, x5 est égal à B. D'accord? Pour ça, qu'est-ce que je vais faire? Je vais prendre cette matrice. Je vais prendre à l'intérieur une matrice 3 fois 3. Pourquoi? Parce que le vecteur B fait trois variables. L'ensemble des contraintes là-haut, 3. Donc, je vais essayer de trouver à l'intérieur une matrice 3 fois 3 dont le déterminant est non nul. D'accord? Par exemple, je prends la matrice 3, 9, 1, 4, 5, 0, 2, 1, 0. D'accord? Je prends que cette matrice 3 fois 3. Je vais prendre que 3 variables. x1, x2, x3, les 3 premières variables, puisque j'ai pris les 3 premières lignes, est égal à 81, 55, 20. Je résous ce système. Ce système, il a une solution. Allège. C'est une matrice 3 fois 3, vecteur second membre 3, et nombre de variables 3, et en même temps, le déterminant de cette matrice, il est non nul. Le déterminant de cette matrice, il est non nul. Donc, je peux déterminer x1, x2, x3 tel que 3, 9, 1, 4, 5, 0, 2, 1, 0, x1, x2, x3 est égal à 81, 55, 20. D'accord? Donc, j'ai déterminé les 3 premières variables, de telle sorte à ce que l'égalité soit vérifiée. Qu'est-ce qui va me rester? Il va me rester cette petite matrice qu'on appellera hors base, maintenant la AH. Cette petite matrice, c'est 0, 0, 1, 0, 0, 1. Il suffit de donner aux variables qui restent, x4, x5, 0, 0, et le système va être vérifié. Et le système va être vérifié, puisqu'ici, je vais le x4 et le x5, ils vont être multipliés par des variables 0. Donc, c'est des variables 0. Donc, ça ne va rien changer à l'égalité. Donc, j'aurai 3x1 plus 9x2 plus x3 plus x4 qui est 0 plus x5 qui est 0 égale 81, etc. C'est clair comment on va faire? Oui, madame. D'accord. Donc, dans la matrice A, on va essayer de trouver une matrice qui est de déterminant non nul, qui est moindre, qui est 3 fois 3. نلقاو la solution. On va les variables اللي قعدوا نحطهم 0. Et ça marche. C'est une solution réalisable. On peut faire ça autant qu'on veut. D'accord? J'aurais pu prendre, par exemple, une autre matrice. J'aurais pu prendre 9, 1, 0, 5, 0, 1 et 1, 0, 0. Cette deuxième matrice, j'aurais pu prendre celle-ci. Mais en prenant celle-ci, je fais attention parce que mes variables, ça va être x2, x3, x4. Le x1, je vais le mettre à 0 et le x5, je vais le mettre à 0 et je vais l'appeler hors base. Donc, chaque fois que je partage la matrice A, à 3 ou 2, je peux résoudre, je peux avoir une solution réalisable autant de fois que je voudrais. Bien sûr, ce ne sont que des solutions réalisables. Ce ne sont pas des solutions qui me donnent le maximum. D'accord? Ce ne sont pas des solutions optimales. Ils ne maximisent pas la fonction, ils ne maximisent pas cette fonction. D'accord? Ils ne maximisent pas cette fonction. Ils sont au niveau de contraintes. Elles vérifient les contraintes seulement. Donc voilà ce que je suis en train de dire, c'est que je peux toujours déterminer une solution réalisable. Maintenant, je peux le faire autant de fois que je veux, bien sûr, en gardant la condition de non-négativité.
Donc, il existe au plus, bien sûr, parce que dès qu'il y a une solution qui est négative, on peut l'éliminer de base réalisable, parce qu'il faudrait que x1, x2, etc. soient toutes positives. Donc, si je tombe sur une solution qui est négative, je l'élimine, ce n'est pas une solution réalisable. Alors, il va exister au plus une combinaison solution de base réalisable, n'est-ce pas? Chaque fois que je vais créer une matrice à M ligne, M colonne, je vais peut-être trouver une solution réalisable. Pourquoi je dis peut-être? Parce qu'il y a deux cas. Où la matrice que j'ai construite n'est pas inversible et donc ça ne m'intéresse pas. Ou la matrice que j'ai construite est inversible, mais la solution n'est pas positive et ça ne m'intéresse pas. Donc, au fait, je peux le faire autant de fois que je le voudrais. Ici, j'ai repris l'exemple avec ce que je vous disais tout à l'heure. Hein. J'ai pris la matrice AB, c'est la première traîtrise, c'est-à-dire les 3 premières lignes avec les 3 premières colonnes. J'ai résolu, j'ai trouvé la solution x1, x2, x3 et j'ai déterminé une solution réalisable. Je crois qu'elle est dans le slide suivant. Voilà, une solution réalisable, c'est 5, 15 sur 2, 27 sur 2 et les deux autres, c'est 0. Donc là, pour revenir au concept, donc je pourrais construire autant de solutions réalisables en faisant cette procédure. Vous êtes d'accord? C'est une procédure. Je peux résoudre autant de fois que je voudrais et je vais trouver l'ensemble des solutions réalisables. Là, je reprends quelques rappels, mais vous les connaissez déjà puisqu'on les a fait dans la partie théorie du jeu, donc on n'en a pas besoin, d'accord? L'ensemble des solutions réalisables, c'est comme je vous ai dit pour les stratégies mixtes, ça constitue un ensemble qui est convexe. Ça constitue un ensemble qui est convexe. Maintenant, l'optimum, c'est comme j'ai dit pour les stratégies mixtes, va se trouver sur le sommet. Donc, l'optimum se trouvera, si vous vous rappelez, sur les stratégies pures. Donc, l'optimum se trouvera sur l'ensemble des sommets de l'ensemble convexe des solutions réalisables. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On trouve les solutions réalisables. C'est comme une procédure pour les trouver. Donc, une procédure pour les trouver, c'est à chaque fois de changer la matrice 3 fois 3 comme tout à l'heure, ou la M fois M de manière générale, résoudre le problème. On a une solution réalisable. On a toutes les solutions réalisables, on sait que ça constitue un ensemble convexe. Il a des sommets, cet ensemble convexe. L'optimum va se retrouver sur ces sommets. L'optimum va se retrouver sur ces sommets. Malheureusement, cette procédure, elle est énormément coûteuse en temps. Elle est énormément coûteuse en temps. Pourquoi? Parce que, regardez, qu'est-ce que je vais faire? Je vais vous donner la complexité pour ce type de problème. Bien sûr, il y a 3 situations possibles où je ne vais pas trouver de solution du tout et donc le PN n'a pas de solution puisqu'il n'y a même pas de solution réalisable, où je vais trouver qui n'est pas vide mais la fonction, elle est infinie et donc il n'y a pas de solution, ou je vais trouver qu'il n'est pas vide et la fonction, elle est bornée et donc il possède des solutions optimales. Donc ça, lorsque je détermine le domaine des solutions réalisables. Donc une fois que j'avais déterminé le domaine des solutions réalisables, il y a 3 figures qui vont se présenter. Ou bien, mais qu'est-ce que le domaine? Maintenant, les contraintes, ça ne me donne aucun ensemble. C'est l'ensemble vide. Dans ce cas-là, il n'y a pas de solution. Dans le cas où il n'est pas vide, il y a 2 cas de figure. Ou il n'est pas vide, où la solution que je veux optimiser, elle est bornée, ou un optimum, ou qu'il y a une solution, ou elle n'est pas bornée, il n'y a pas d'optimum, il n'y a pas de solution. Maintenant, on revient au truc, à l'algorithmique, la complexité de la résolution de ce PL. La complexité, elle est très importante. Regardez, je dois d'abord parcourir CNM solutions. Déjà, c'est beaucoup. D'accord? Et ensuite, je dois résoudre, par exemple, par la méthode de Gauss ou les 2 LU, qui sont de complexité, un petit taux de M au cube. Donc, regardez la complexité. Ça va être un petit taux de M au cube multiplié par CNM opération. معناتها, à chaque fois, تلقاو d'abord
une matrice, vous allez la résoudre. Il y a une solution réalisable. Une autre matrice, solution réalisable, et vous multipliez. Donc, regardez, seulement si j'ai 10 contraintes avec un système à 20 variables, je vais avoir 3 fois 10 à la puissance 8 opérations. Donc, cette méthode, elle est exhaustive, c'est vrai, mais elle est très coûteuse en temps. C'est pour ça qu'on va développer une méthode très simple qui est la méthode du simplex. Wesh est l'idée de la méthode du simplex, c'est au lieu de parcourir tout l'ensemble des solutions réalisables, on parcourt seulement les sommets. On prend un sommet et on va aller d'un sommet à un autre, d'un sommet à un autre, d'un sommet à un autre, jusqu'à ce qu'on puisse plus maximiser plus ou la minimiser plus la fonction objectif. Et donc, évidemment, la méthode du simplex, elle est beaucoup plus rapide, bien que si on regarde la complexité algorithmique, mathématiquement, on va trouver que c'est une complexité très grande. Mais réellement, c'est-à-dire quand on résout le problème, c'est pas vrai. On va pas parcourir tous les sommets, en fait. On va passer directement à la solution optimale. Maintenant, méthode du simplex, qui est l'algorithme de Tenzing, qui a été développé en 1949. Donc, le principe, je vais vous l'expliquer, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure. L'idée de la méthode du simplex est très simple. Ça consiste à démarrer d'une solution de base réalisable. Il suffit juste de trouver une solution de base réalisable. Et au lieu de se déplacer sur tout le DR, l'ensemble des solutions GA, on va se déplacer à la frontière. On va se déplacer juste sur la frontière, c'est-à-dire juste sur le contour. On va se déplacer sur la frontière jusqu'à ce qu'on obtienne une solution qui améliore la fonction. On va se déplacer d'un sommet qui améliore. ما نروحوش من un sommet tel que avec le deuxième sommet, il n'améliore pas la fonction. Parce que s'il n'améliore pas, ça nous intéresse pas. D'accord? Ça, c'est le principe du simplex. Maintenant, dans ce cours, au fait, l'année d'avant, j'ai donné la méthode, c'est-à-dire analytique. Maintenant, directement la méthode matricielle. Mais cette année, on n'a pas le temps. On a le cours le cours en ligne. Donc, je vais passer directement à la méthode matricielle. Il y a que maintenant, la méthode analytique. D'accord? Donc, je vous donne un exemple. C'est maximiser. Attendez, est-ce que c'est le même exemple que je vais traiter dans le RECA, hein? Je vérifie, est-ce que c'est le même exemple? Non. Non, ce n'est pas le même exemple. Donc, ce que je vais faire, si vous permettez, directement, je passe à la solution matricielle. D'accord? Je ne vais pas faire la solution analytique. Elle a le même sens, hein? Elle a le même sens. C'est juste que la solution analytique, elle va vous expliquer chaque condition pourquoi. Ici, quand je passe directement à la solution matricielle, je vais vous expliquer au fur et à mesure. D'accord? Je vais vous expliquer au fur et à mesure pour aller vite. D'accord? Déjà, je pense qu'il ne nous reste qu'une demi-heure ou 25 minutes. Donc, il faut que j'aille vite. Regardez. Alors, est-ce que c'est clair tout ce que j'ai fait jusque-là? Est-ce que c'est clair? Oui? D'accord. Donc, on va juste commencer par écrire le problème. D'accord? Voilà le problème en bas de la page. Hein, en bas de la page, voilà le problème écrit sous sa forme canonique. Donc, je dois maximiser la fonction z égale 4x1 plus 12x2 plus 3x3 avec les contraintes x1 inférieur à 1000, x2 inférieur à 500, x3 inférieur à 1500 et 1 sur 50 x1 plus 1 sur 25 x2 plus 1 sur 75 x3 inférieur ou égal à 45, en prenant en compte que x1, x2 et x3 doivent être toutes positifs. Donc, la première des choses à faire, c'est de passer à l'écriture canonique, à l'écriture standard, de l'écriture canonique vers l'écriture standard. Alors, pour passer à l'écriture standard, je dois rajouter les variables d'écart. Je dois rajouter les variables d'écart. Donc, ici,
Pour la première équation, j'ai rajouté x4, la deuxième x5 et la troisième x6, n'est-ce pas? La dernière équation, bien sûr, j'ai le droit de multiplier. J'ai juste multiplié, regardez ici, j'ai juste multiplié par 75. D'accord? J'ai juste multiplié par 75. Et donc, qu'est-ce que je vais avoir comme équation? Par le PPCM. Donc, qu'est-ce que je vais avoir comme équation? Je vais avoir 3x1 plus x2 plus 2x3 plus la variable d'écart x7 est égale à 6750 en imposant à x1, x2, x4, x5, x7 d'être toutes positives. D'accord? Ça, c'est juste le passage de la canonique vers la standard. Maintenant, qu'est-ce que je fais? Je vais écrire mes variables sur la base. D'accord? La base de départ, c'est celle qui, au départ, donne aux variables de décision la valeur 0. Maintenant, au départ, quand je vais commencer ma solution, les variables de décision, elles sont toutes nulles. Pourquoi? Parce que je n'ai pas encore commencé à utiliser mes ressources. Donc, x1, x2 et x3, au départ, elles sont nulles. x4, x5, x6 et x7 sont les premières variables de base. Maintenant, sont les premières variables dans la solution réalisable. D'accord? Donc, au départ, le x4 égale à 1000, le x5 égale à 500, le x6 égale à 1500 et le x7 égale 6750. D'accord? Donc, ça, c'est au départ. Je vais écrire un tableau où sur la première colonne, je mets la base. Quand je dis la base, je veux dire par là les variables qui au départ ne sont pas nulles. D'accord? Les variables qui au départ ne sont pas nulles. Il s'agira des variables d'écart, évidemment, puisque c'est celles que j'ai rajoutées. Pourquoi? Parce que x1, x2, x3, je ne les ai pas encore utilisées. Donc, j'ai dans la première base x4, x5, x6 et x7. x4 vaut 1000, x5 vaut 500, x6 vaut 1500 et x7 vaut 6750. Qu'est-ce que je mets sur la première ligne? Sur la première ligne, je mets toutes les variables. x1, x2, x3, x4, x5, x6 et x7. La dernière colonne, je vais mettre le vecteur B. À la dernière ligne, je vais écrire la fonction que je veux maximiser. La fonction que je veux maximiser, c'est z. Je l'écris z. C'est 4x1 plus 12x2 plus 3x3 avec, bien sûr, 0x4, 0x5, 0x6 plus 0x7. La fonction z à ce niveau-là, elle vaut 0. Bien sûr, puisque x1, x2, x3, toutes les trois, elles valent 0. Mais je n'ai pas encore commencé à travailler. Je ne suis pas encore allée vers un sommet qui donne une autre valeur positive à z. Je suis dans le sommet trivial auquel z, elle vaut 0. Pour lequel z, elle vaut 0. D'accord? Alors, la première des choses à faire, je veux maximiser z. N'est-ce pas? Je veux maximiser z. Ce que vous remarquez, quelque chose de très important à ne pas oublier chaque fois que vous allez appliquer le simplex, c'est que z ici, elle n'est jamais représentée par les variables de base. C'est-à-dire, pour les variables de base, elle est toujours, regardez les coefficients TAF, les variables de base, elles doivent être toujours égales à 0. D'accord? Ici, maintenant, comment je vais réfléchir? Je veux maximiser cette fonction. Puisque je veux maximiser cette fonction, alors je vais regarder les coefficients de z. C'est 4, 12 et 3. Où est-ce qu'il se trouve le maximum? Il se trouve au niveau de 12, qui est au niveau de x2. Donc, qu'est-ce que je vais essayer de faire? Je vais essayer de donner une valeur positive à x2. علاش؟ باش نطلع un peu la fonction z. Parce que le simplex, واش هي l'idée تاعو؟ تروح من sommet لوحد آخر بصح باش تطلع. راك تماكسيميزي باش تطلع، راك تمينيميزي باش تحبط. D'accord? Donc, il faut aller jamais vers un autre sommet
alors que هذاك السومي ما حيدير والو. Il va juste garder la même fonction au même état. Il faut jamais faire ça. Il faut aller d'un sommet à un autre de telle sorte à ce que je maximise. Donc, qu'est-ce que je vais de manière algorithmique? Je chauffe les coefficients à Z. Je chauffe le coefficient qui est le plus grand quand il s'agit de maximisation. Le coefficient le plus petit quand il s'agit de minimisation. Ici, le coefficient le plus grand, c'est 12. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça voudrait dire que x2, je vais la faire rentrer dans la base. Je vais lui donner une valeur qui est non positive, qui est positive, non égale à 0. D'accord? Je vais lui donner une valeur qui est positive. Mais pour la faire sortir, pour la faire entrer, il faut faire sortir une autre variable de la base. D'accord? Il faut faire sortir une autre variable de la base. Je vais faire attention de telle sorte à ce que lorsque je la positive, je ne rends pas une variable x4 ou la x5 ou la x6 ou la x7 négative. Parce que vous les négative, l'ensemble des réalisables. D'accord? Pour ça, je vais faire cette condition. Celle qui va rentrer, c'est celle dont le rapport BI à le AI, quand je suis dans cette colonne x2, va être le plus petit possible. Donc, je reprends. C'est x2 que je veux faire rentrer. D'accord? C'est x2 que je veux faire rentrer dans la base. Je veux la rendre positive. Donc, pourquoi? Parce qu'elle a le coefficient le plus grand. Puisqu'elle a le coefficient le plus grand. Maintenant, puisqu'elle va rentrer dans la base, forcément, une des autres variables, x4, x5, x6, x7, va sortir. D'accord? Elle va sortir. Mais comment savoir laquelle va sortir? Je ne vais pas faire sortir n'importe laquelle. Parce que si je fais sortir n'importe laquelle, je risque de sortir de la base, de l'ensemble des solutions réalisables. Donc, je vais faire sortir celle qui a le coefficient le plus petit lorsque je divise BI sur AJ, ici, les coefficients de x2. Donc, bien sûr, lorsque le coefficient il est défini, ici 1000 divisé par 0, je ne peux pas, ce n'est pas défini. C'est le coefficient positif le plus petit. Donc, j'ai 500 sur 1, c'est égal à 500, et 6750 sur 6. Je vois que 6750 sur 6 est plus grand que 500 sur 1, donc c'est x5 qui sort et non pas x7. Donc, c'est x5 qui va sortir. Qu'est-ce que j'ai décidé? J'ai décidé que x2 va rentrer et x5 va sortir. Cette ligne x5 est appelée la ligne pivot. D'accord? Est-ce que c'est clair jusque-là? Est-ce que c'est clair jusqu'à cette étape? Oui, madame. D'accord. Donc, cette ligne est appelée la ligne pivot. La première des choses à faire, c'est de diviser la ligne pivot par son pivot. C'est quoi son pivot ici? C'est le 1, c'est-à-dire l'intersection de la ligne pivot avec la colonne pivot. La colonne pivot, c'est évidemment celle de x2, celui que je veux faire rentrer. Donc, la première étape à faire, c'est de diviser par ce pivot. Le pivot ici, c'est 1. Hein? Le pivot ici, c'est 1. C'est cet élément-là. S'il était 15, s'il était 16, s'il était 19, j'aurais tout simplement divisé par toute la ligne par cet élément, de telle sorte à ce que le 1 va se retrouver ici. Ensuite, qu'est-ce que je vais faire? Comme x2 va rentrer dans la base, puisqu'elle va rentrer dans la base, donc ici, il faudrait que l'écriture soit canonique. Autrement dit, il faudrait qu'il y ait 0 partout, sauf dans la ligne pivot où je vais garder le 1. Donc, je dois éliminer le 6 de cette colonne et je dois éliminer le 12 de cette colonne. Je vais appliquer les méthodes de Gauss-Jordan telles qu'on les connaît en analyse numérique. Maintenant, je vais prendre cette ligne, x5, je vais la multiplier par moins 6 et la sommer avec la ligne x7. Prendre cette ligne, toujours, la multiplier par moins 12 et la sommer avec la ligne de z. De telle sorte à ce que la colonne pivot va être du type 0, 1, 0, 0, 0. D'accord? C'est clair ce que je vais faire? Est-ce que cette étape est claire? Oui, madame. D'accord. Donc, je vais faire de telle sorte à ce que j'élimine sur la colonne tous les coefficients. Je ne garde que le coefficient pivot.
Donc, voilà. Bon, là, j'explique comment j'ai choisi, etc. Donc, voilà. J'ai fait l'opération. Le x2 ici, il va remplacer le x5. Bien sûr, c'est lui qui est entré, c'est le x5 qui est sorti. D'accord? Le x2 ici, il va remplacer le x5. Et j'obtiens le nouveau tableau suivant. Regardez, j'ai obtenu un nouveau tableau en faisant cette opération. Regardez, au niveau du x2, j'ai 0, 1, 0, 0, 0. D'accord? C'est clair? Maintenant, je refais exactement le même raisonnement. Réitération du processus. Ici, la fonction, c'est un nouveau sommet. Qu'est-ce qu'il vaut ce sommet? C'est x1 égale à 1000, x2 égale 500, x3, x3 est égal à 0, x4 à 0, x5, x6, x7, x7, x6 à 1500, x7 à 750. D'accord? Maintenant, que dois-je faire? Je dois éliminer encore un autre élément de la base et le faire rentrer. D'accord? J'ai l'impression de vous avoir sauté une étape. Excusez-moi. نشوف على x1 alors la base. Donc, à ce niveau-là, je suis à x4 égale à 1000, à x2 égale à 500, à x6 égale à 1500, à x7 est égal à 3750, alors que x1 c'est 0, x3 c'est 0, et voilà, et x5 c'est 0, et x5 c'est 0. Pourquoi? Parce que le x5 a été remplacé par le x2. D'accord? Avec le même raisonnement, je vais regarder le z. Je vais réitérer le processus. Quel est le maximum ici? On a 4, 0, 3, 0, moins 12, etc. Le maximum ici, c'est 4. Puisque le maximum, c'est 4, donc c'est x1 qui va rentrer dans la base. x1 va rentrer dans la base. Donc la colonne pivot, c'est celle du x1. Maintenant, comment choisir la ligne pivot? C'est exactement comme tout à l'heure. On a 1000 divisé par 1 et on a 3750 divisé par 3. La plus petite ici, c'est 1000 divisé par 1. Donc, c'est x4 qui va sortir de la base, comme tout à l'heure. C'est x4 qui va sortir de la base. C'est quoi la ligne pivot? C'est la ligne x4 qui est là, qui est en rouge. C'est la ligne x4. La première étape à faire, c'est de diviser par l'élément pivot. Ici, l'élément pivot aussi, il est égal à 1. Donc, je n'ai pas à diviser. Je vais juste éliminer, en utilisant cette ligne pivot, les éléments 3 et 4. Comment les éliminer? Je vais multiplier par moins 3 et sommer avec x7. Ensuite, multiplier avec moins 4 et sommer avec z. C'est clair? C'est clair cette étape? Oui, madame. D'accord. Donc, par la suite, j'obtiens un autre sommet. Faites le sommet. x1 vaut 1000, x2 vaut 500. D'accord? x3 vaut 0, x4 vaut 0, x5 vaut 0, x6 vaut 1500 et x7 vaut 750. Vous voyez que je suis au fur et à mesure en train de faire sortir les variables d'écart parce qu'elles ne sont pas importantes. Je suis en train d'épuiser les ressources. D'accord? Je suis en train d'épuiser les ressources. Donc, de même, je vais regarder le z. Dans le z, il y a 0, 0, 3, moins 4, moins 12. Donc, il y a optimisé. On prend le maximum ici. Donc, le maximum ici, c'est 3. Donc, je dois faire rentrer le x3. Je dois faire rentrer le x3. Maintenant, la question est, qu'est-ce que je vais faire sortir? J'ai 1000 et 500, ça ne marche pas. Le 1500 divisé par 1 et j'ai le 750 divisé par 2. 750 divisé par 2, c'est le meilleur parce que c'est le plus petit. Donc, je vais faire sortir le x7. Je vais faire sortir le x7 de la base et je vais faire rentrer à la place le x3. Donc, la ligne pivot, c'est x7. La colonne pivot, c'est x3. Ici, il y a un 2 au niveau du pivot. Donc, la première étape à faire, c'est de diviser par ce 2, c'est-à-dire faire apparaître un 1 ici. Une fois que vous avez divisé par le pivot,
vous avez utilisé cette ligne pour éliminer le x5, donc divisé par le pivot moins x6, divisé par le pivot fois 3, plus z, pour éliminer le 3 qui est ici. Et vous allez enfin obtenir la matrice suivante. Donc, à la fin, vous avez x1 égale à 1000, x2 égale à 500, x3 égale à 0, x3 pardon, égale 375, x4 égale à 0, x5 à 0, x6 à 1125 et x7 à 0. La fonction z à ce niveau-là, elle est égale à 11 125. Regardez, j'ai oublié de vous préciser. Pour lire la fonction z, il faut aller à la case ici. Bien sûr, elle est écrite sous forme moins z. Pourquoi? Parce que c'est la soustraction que vous avez fait au niveau de chaque coefficient. D'accord? Maintenant, qu'est-ce qu'on remarque? On remarque qu'il y a toujours possibilité d'améliorer encore le résultat parce que il y a toujours une valeur positive qui est au niveau de x4. Donc, je peux toujours faire rentrer le x4 dans la base. En faisant rentrer le x4 dans la base, je vais regarder quel élément pourrais-je faire sortir avec la même manière, 1000 divisé par 1, 1125 divisé par 3 sur 2. Regardez la chose très importante que vous ne devez pas oublier. Regardez, je ne prends pas en compte 375 divisé par moins 3 demi. Je ne prends pas en compte ça. Pourquoi? Parce que je ne prends que les valeurs positives. Je ne prends que les valeurs positives. Si à un moment donné, je suis sur un type pareil, maintenant une valeur positive, alors qu'ici, tout le monde est négatif, je dis que le PL n'admet pas de solution optimale. Ça veut dire qu'il n'est pas borné. D'accord? Ici, les solutions que je prends en compte sont seulement ceux qui sont à coefficient positif. Donc ici, c'est 1 et 3 demi. Le moins 3 demi, je ne le prends pas en compte. D'accord? Je ne le prends pas en compte. Ou le 0, évidemment. Donc, j'ai le 1000 divisé par 1, le 1125 divisé par 3 demi, qui donne une valeur plus petite. Et donc, c'est le x6 qui va sortir et c'est le x4 qui va rentrer à sa place. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça voudrait dire que cette ligne, ça va être la ligne pivot. C'est quoi l'élément pivot ici? C'est 3 demi. La première étape à faire, c'est de diviser par cet élément pour avoir ici 1, c'est-à-dire diviser par le pivot. Une fois que vous avez divisé par le pivot, il faut éliminer tous les éléments qui sont en dessus ou bien en dessous du pivot. Il faut qu'il y ait un 0. Vous les éliminez en utilisant la méthode de Gauss-Jordan, c'est-à-dire multiplier par moins le coefficient et sommer. D'accord? Donc, enfin, on va obtenir, je pense que c'est la dernière étape, enfin, on va obtenir la dernière étape, c'est-à-dire, pourquoi je dis la dernière? Parce que remarquez le Z, il n'y a plus rien à maximiser, il n'y a plus de valeur positive, il n'y a plus de valeur positive dans les coefficients de Z, donc il n'y a plus rien à maximiser. Donc j'ai atteint mon optimum qui est 11 500. Avec quelle valeur? Avec x1 égale à 1000, x2 égale à 500, x3 égale 1500 et x4 égale 750 et x5, x6 et x7 sont égaux à 0. Quelles sont mes variables de décision dans la solution optimale? C'est x1, x2 et x3. C'est-à-dire mes variables de décision, c'est 1000, 500 et 1500. La variable x4, elle reste à 750. Qu'est-ce que ça voudrait dire? Ça voudrait dire que je ne peux pas aller au-delà. Elle n'est pas saturée. Je ne peux pas aller au-delà, c'est-à-dire je ne peux pas épuiser dans la ressource x4+, parce que ça ne me donnera absolument rien du tout. Ça ne va pas encore optimiser ma fonction f de x, qui est la solution, qui est la fonction à maximiser de base. D'accord? Voilà, donc c'est ça la méthode du simplex. Est-ce que vous avez compris cette méthode? De toute façon, on va la refaire en TD. Est-ce que vous avez compris cette méthode? Est-ce que cette méthode est claire? Oui, madame.
D'accord. Donc maintenant, je vais regarder les cas particuliers. D'accord. Je vais regarder les cas particuliers. Donc, certains cas particuliers, c'est lesquels? C'est comme tout à l'heure, je vous ai dit, imaginez que vous voulez toujours optimiser. Vous êtes donc dans une étape. Le delta J, c'est-à-dire ou le CJ, le coefficient de la fonction Z positif, et c'est le maximum la ligne Tao, alors que sur la colonne, il n'y a que des éléments négatifs. Dans ce cas-là, le programme n'a pas de solution. La fonction objectif n'est pas bornée. Maintenant, si vous êtes dans ce cas-là, ce n'est pas la peine de continuer votre PL. Vous dites la fonction objectif n'est pas bornée et donc la solution optimale n'existe pas. D'accord? Maintenant, si vous tombez sur un optimum avec une variable xj hors base ayant un coût marginal d'état j égal à 0, maintenant, vous avez un delta j égal à 0 alors que vous êtes hors base, avec une variable qui est hors base. Maintenant, xj, تقدروا تعطوا لها n'importe quelle valeur. Puisque تقدروا تعطوا لها n'importe quelle valeur, maintenant vous avez une infinité de solutions. Et dans ce cas-là particulier aussi, c'est pas intéressant. علاش? Parce qu'elle ne va pas intervenir dans Z. Elle ne va pas intervenir dans Z, donc le delta J taha, il est égal à 0. Alors que XJ, elle est hors base. Puisqu'elle est hors base, je peux lui donner n'importe quelle valeur et ça marche. 1500, 7000, 8000, 100 000, ça marche. Et dans ce cas-là, ça voudrait dire qu'il y a une infinité de solutions. Il y a un autre problème qui peut se poser, c'est la dégénérescence. Qu'est-ce que ça veut dire? معناتها تقدروا هالسامبلكس شكون قال لكم بلي راح يكونفيرجي؟ بالك تقدروا تعاودوا تدوروا كاع لي سومي تقعدوا غير تدوروا de manière vous boucler. Ça, on peut l'éviter. Comment on l'évite? Quand je regarde les delta J, les coefficients de Z que je veux maximiser, quand نلقى زوج في زوج, ils sont grands. C'est deux maximums, par exemple. Si je trouve deux maximums, je choisis toujours J, l'indice le plus petit. D'accord? Maintenant, là, on dit un maximum في x1 ou في x2 ou في x3, ندي x1. Là, on dit في x2, x3, x4, ندي في x2. D'accord? Ça, c'est lorsque le maximum de delta J est plusieurs. C'est le premier cas, pour éviter la dégénérescence. Le deuxième cas, بالك في هذوك les minimums, ما نعرفش شكون نخرج x7 ولا نخرج x6 كاع كيف عندهم le même coefficient BI sur AIJ. Alors, dans ce cas-là, qu'est-ce que je fais? Je prends toujours l'indice le plus petit. En suivant la consigne, c'est-à-dire toujours prendre l'indice le plus petit, j'évite la dégénérescence. D'accord? J'évite la dégénérescence du système. Voilà, c'est la méthode du simplex. Je suis contente de l'avoir pu la faire, alors que on a dans les heures, on a dans les normes. Dans les normes, il nous reste à peu près 2 minutes. Donc, l'algorithme du simplex, c'est quoi? Je le donne de manière générale. Donc, on forme un tableau initial. Dans ce tableau initial, on va écrire la matrice de contrainte, rajouter la matrice identité. Cette matrice identité, c'est la matrice des variables d'écart ou des variables d'excédent. Ça dépend du problème. Est-ce qu'il est de minimisation ou bien de maximisation? On rajoute sur la base à la première étape les variables d'écart qu'on a rajoutées, c'est-à-dire de n plus 1 jusqu'à n plus n, qui vont valoir B1, B2, Bn au départ. Les variables de décision au départ, elles sont toutes réduites à 0. D'accord? J'ai la fonction z que j'ai écrite en bas du tableau et à chaque fois, je vais regarder le maximum de CJ. D'accord? Je vais regarder le maximum de CJ et dès que je trouve le maximum, c'est la variable xj qui va rentrer dans la base. Pour voir quelle variable d'excédent ou d'écart va sortir, il suffit de regarder BI sur AIJ, positif, fini et non nul. D'accord? Je ne divise pas par les coefficients nuls. Les coefficients négatifs ne m'intéressent pas, ils ne veulent rien dire. Je vais prendre seulement les coefficients positifs. Je regarde la variable qui me donne le coefficient positif le plus petit. Une fois que je l'ai trouvé, c'est cette variable-là qui va sortir de la base et la variable xj va rentrer dans la base. Maintenant, la ligne de cette variable va représenter la ligne pivot. L'intersection de la colonne xj avec
la ligne de cette variable va représenter le pivot. Première étape, je divise cette ligne par le pivot. J'élimine tous les éléments qui sont en dessous et en dessus en utilisant la technique de Gauss-Jordan. Je réitère le processus jusqu'à ce qu'il n'y ait plus un CJ à maximiser. Qu'est-ce que ça veut dire? Si je suis dans le cas de maximisation, il n'y a plus d'éléments positifs dans CJ. Si je suis dans l'histoire de minimisation, il n'y a plus d'éléments négatifs. D'accord? Donc voilà, ça c'est la méthode du simplex. Dans le cours, j'ai rajouté aussi un problème de minimisation, mais comme je vais vous envoyer le cours, donc il n'y a pas de problème. J'ai rajouté aussi un problème de minimisation. Regardez dans le problème de minimisation, j'ai 3, moins 6, 0, 0. Regardez dans le tableau initial. Je prends celle qui me donne la valeur négative la plus petite. Donc ici, c'est le x2. C'est le x2 qui va rentrer dans la base. Et à chaque étape, je vais regarder l'élément négatif le plus petit. Ici, c'est le x1, etc. jusqu'à ce que je ne puisse plus faire rentrer, donc à la fin du tableau, voilà, ici, c'est le dernier tableau, je ne peux plus faire rentrer aucune valeur pour minimiser encore, puisque toutes les valeurs ici, elles sont positives. À ce niveau, je m'arrête et je donne la solution. C'est clair la méthode du simplex? Oui, madame. Donc voilà, ça c'est le simplex. Donc je vous ai promis de vous faire la modélisation, la solution graphique et le simplex. Malheureusement, ما لحقتش deux phases. Si j'ai le temps de t'aider, on fera un petit problème à deux phases. D'accord? Est-ce que vous avez des questions sur le cours? Est-ce que vous avez des questions sur ce que nous venons de faire? Est-ce que vous avez des questions? Donc, si vous n'avez plus de questions, on se voit la semaine prochaine pour le TD, Inch'Allah. D'accord? Inch'Allah, madame, merci. Inch'Allah. Merci. Au revoir. Au revoir.